Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture parce que l'année a repris de plus belle. C'est mes lectures de janvier, il y en a une qui est sur février, mais elle est en lien avec une de mes lectures de janvier, donc je les ai mises ensemble. J'ai eu de très bonnes lectures, je pense, et c'est un début d'année qui est marqué par les graphiques, donc je vais mettre en barre d'infos, enfin en timeline, le passage de graphique à roman parce que je sais que les graphiques c'est pas quelque chose qui plaît forcément, même si j'en ai de très bons et c'est très varié. On va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. C'est parti! On commence tout de suite avec L'effet boule de neige, donc le roman graphique du roman de Clara Hérault. C'est publié chez Hachette et on a ici Marjorie et Joris Chamblin et Daphné Saporito pour les dessins. C'est une romance de Noël. C'est un roman que je voulais lire mais j'ai pas forcément, comment dire, d'attrait pour les romances de Noël précisément. C'est jamais le bon moment quand j'arrive vers Noël, je suis pas forcément à fond. Mais j'ai eu ce petit graphique et je me suis dit, bon, certes Noël est passé, on est en janvier, mais ça passera très bien. C'est une romance très mignonne et les dessins sont très très jolis. J'adore le travail de Joris Chamblin, il me semble que je l'ai eu sur d'autres BD. J'aime beaucoup les graphismes. Je vais vous montrer. Voilà, on est sur des graphismes de ce genre. Je trouve ça très mignon. On va suivre deux personnages, Iris et... j'ai perdu son prénom. Alex. Iris, elle est amoureuse de Charles, qui est son grand amour, son ami d'enfance. Et il est parti à l'étranger, mais il va revenir. Et elle a décidé qu'il était temps de lui avouer ses sentiments. Sauf que quand il revient, eh bien il revient pas tout seul. Voilà, il a une nouvelle petite amie. Et ça va briser le cœur de notre petite Iris, qui va décider, avec les conseils de sa meilleure amie, qui est experte en romance, de faire semblant de sortir avec le frère de son meilleur ami, donc Alex. Voilà, c'est ce qu'on appelle du fake dating, donc ils font semblant d'être ensemble. On sait très bien comment ça va se terminer. Il n'y a pas de mystère, surtout que on a justement cette meilleure amie passionnée de romance qui est là en mode le fake dating, c'est un peu la base de tous les couples. Voilà, c'est très mignon, c'est très facile à lire, j'ai vraiment adoré ça. Effectivement, c'est parfait pour un réveillon de Noël, une petite lecture toute douce. J'aime vraiment beaucoup le travail des artistes, donc je vais surtout suivre ça. Et j'aime bien Clara Hérault, j'ai lu un autre livre d'elle, Le tourbillon des possibles, que j'avais bien aimé, donc à suivre. J'ai lu également une autre BD que j'ai vraiment aimée, c'est une BD qui est inspirée d'un concept YouTube. Donc je suivais cette chaîne, c'est la chaîne de Léa Bordier sur YouTube si jamais vous connaissez. Elle a une sorte de concept qui s'appelle Cher Corps où elle interroge, enfin non, elle laisse la place, la voix à des personnes qui viennent raconter leur rapport à leur corps. Et elle en a fait une adaptation BD avec l'aide de beaucoup de dessinatrices et de dessinateurs. Non, je pense qu'il n'y a que des femmes. Oui, il n'y a que des femmes. Donc Cher Corps, c'est publié chez... C'est une très bonne question. Delcourt. Et on a ici donc des témoignages de femmes et ou de personnes non binaires qui viennent nous expliquer leur rapport à leur corps, la difficulté d'être bien dans son corps, d'être en harmonie avec. C'est des témoignages dans lesquels on peut toutes se retrouver, toutes et tous se retrouver, je pense. C'est particulièrement orienté féminin parce que les dictats du corps féminin, avoir le corps qu'on a dans cette société, c'est parfois compliqué. C'est une lecture qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment très chouette à lire, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule, qu'on a tous et toutes les mêmes questionnements par rapport à notre corps et j'ai trouvé ça génial. Je vous montre pas spécialement les graphismes parce qu'on change en fait de... Quoi, je peux vous montrer un peu. On change à chaque fois, pour chaque témoignage, on change de style, vu que c'est une dessinatrice différente à chaque fois. Donc voilà, ça peut être plus ou moins détaillé, plus ou moins coloré. C'est quelque chose que j'ai adoré. Ça faisait très très longtemps que c'était sur ma wishlist, donc je suis très contente d'avoir enfin craqué. Il me semble que c'est une BD qui est orientée plutôt jeunesse. Je vous parle des Les Vies de Charlie de Guarino et Toussaint.
Donc Toussaint au dessin, je pense, et Guarino au scénario, sachant que Kid Toussaint est un dessinateur que j'aime beaucoup. Ici, donc on va suivre Charlie qui travaille dans une entreprise qui recycle les morts. En gros, quand quelqu'un meurt, on a quelqu'un de cette entreprise qui vous appelle et qui vous dit « Vous voulez faire quoi ?» On peut faire un arbre, on peut faire ci, on peut faire ça. Bref, il gère tout cet aspect-là. Et un jour, il reçoit un coup de fil. Et au bout du téléphone, de l'autre côté du téléphone, c'est un petit garçon qui vient de perdre sa maman et qui demande où est passée l'âme de sa maman. Sauf que Charlie, en fait, il travaille dans une entreprise où tout est beau, tout est rose. Ça fait un peu 1984 sur les bords, sur certains aspects. Parce que voilà, ils ont l'injonction à la joie, ils doivent être contents tout le temps, ils doivent rire à des moments précis, ils doivent pleurer à des moments précis, enfin c'est un peu bizarre. Et ce petit garçon lui demande d'où est passée l'âme de sa maman, et Charlie, il ne sait pas, en fait. Il ne sait pas du tout où sont les âmes. Lui, il s'occupe un peu plutôt du côté externe, mais ce qui se passe à l'intérieur des gens, il ne le sait pas. Donc il va partir dans une enquête pour savoir où est passée l'âme. Et du coup, c'est une histoire qui aborde le deuil et la façon dont on processe, en gros, le deuil. C'est un certain... Enfin, je vais pas vous spoiler parce que c'est une BD et qui est vraiment très chouette à découvrir, mais on voit un petit peu une vision de ce qui se passe après la mort. Ça mélange plusieurs croyances, plusieurs cultures, et c'était vraiment très très chouette. Je pense que c'est quand même un bel ouvrage pour aborder le sujet du deuil. On a des illustrations. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer une page qui est assez représentative? Oui, je vais trouver ça. Voilà, c'est là-dessus. Voilà, c'est ce genre de dessin. Voilà. Et vraiment, c'était une très chouette découverte. Pareil, une BD que j'avais très très envie de lire depuis longtemps. Et la suivante aussi, j'ai quand même des BD dans ma wishlist qui traînent. Et c'est vrai que c'est pas le premier type d'ouvrage vers lequel je vais me tourner. Je suis très roman. Mais j'étais contente de découvrir celui-là. Le suivant, par contre, est plutôt une déception. Non pas à cause des dessins, mais bien à cause de l'histoire. Je vous parle du Cœur en braille de Joris Chamblin. Donc on retrouve Joris Chamblin qui a dessiné pour l'effet boule de neige. Pascal Rutter et Anne-Lise Nalin. C'est publié chez Dargaud. Les dessins sont incroyables, c'est magnifique, j'adore. Mais par contre, ici, l'histoire m'a un peu plus dérangée. Enfin, dérangée. Donc, on va suivre deux jeunes enfants qui sont à l'école ensemble, deux ados, non, ouais, jeune enfant, j'ai un peu exagéré. C'est deux ados et on a un garçon qui va développer un intérêt pour une jeune fille. Lui, il n'est pas très très bon, il n'a pas de très bons résultats. Elle est excellente, mais le problème, c'est qu'elle est en train de perdre la vue petit à petit. Et ils vont mettre en place un stratagème pour que personne ne se rende compte qu'elle a une baisse de vision parce qu'elle doit passer un concours et que si ses parents se rendent compte qu'elle perd la vue, ils la laisseront pas faire. Enfin bon, voilà. Ils mettent en place ce stratagème et on a des sentiments qui apparaissent entre nos deux protagonistes. Ce qui m'a dérangée, alors c'est très joli, c'est dans le sens où on a cette amitié qui se développe, cette relation qui se développe, et puis on a l'entraide, parce qu'il a vraiment envie qu'elle réussisse ce qu'elle veut faire. Ce qui m'a un peu dérangée, c'est que ce garçon qui avait des mauvais résultats, il rencontre cette fille, et puis d'un coup tout va mieux. En gros, c'est un peu ça. J'extrapole peut-être, c'est une petite BD, il y a 50 pages, mais ce côté, on est sauvé par la relation, on s'en sort grâce à cette relation, m'a un peu dérangée. Et j'ai trouvé que c'était pas assez exploité, on va pas au fond des choses. Pareil, c'est une BD jeunesse, donc c'est sans doute normal, mais j'ai lu des BD qui étaient courtes et qui étaient quand même très très impactantes sur le contenu. Là, j'étais pas convaincue, donc je l'ai gardé le temps de vous la présenter, mais je ne vais pas la garder. Il me semble qu'il y a un roman. Peut-être que le roman est plus adapté, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été hyper convaincue. Par contre, oui, je vous ai pas montré les dessins. Les dessins sont sublimes, en couleur. Alors, je vais vous montrer une page. Ouais, voilà. On a vraiment de très 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 jolies... illustrations. Ah si, il y a un truc, oui voilà, l'autre truc qui m'a dérangée, c'est que cette jeune fille, elle fait de la musique classique.
du violon si je dis pas de bêtises. Et lui, notre garçon, il fait du rock avec ses potes dans son garage. Et il y a une espèce d'élitisme dans le sens où le violon est très, très bien vu par rapport à la musique que fait ce garçon. Et j'aime pas trop cette gradation dans la culture et dans les genres musicaux. Je trouve que c'est pas un bon message. Toutes les musiques se valent pour ce qu'elles ont de propre. Donc voilà, pas convaincu. En revanche, une BD qui m'a fortement convaincue et que je vais mettre en lien avec un texte que j'ai lu à côté. Il s'agit de Bobigny 1972 de Marie Bardio-Vaillante et Carole Moriel. C'est publié chez Glénat et cette BD retrace le procès de Bobigny en 1972, procès dont j'avais entendu parler. Et en fait, j'ai commencé d'abord par lire ceci, qui est Plaidoirie pour l'avortement de Gisèle Halimi, publié chez Folio. C'est les textes à 3 €, c'est génial pour découvrir des textes. Gisèle Halimi, c'est une avocate qui a plaidé dans le cadre d'un procès, donc le procès de Bobigny, où une jeune femme a été comment dire, poursuivie pour avortement, qui était à l'époque un délit. À ce moment-là, c'est un délit. Ça avait été un crime et puis ça avait été requalifié en délit. Donc cette jeune femme, elle a subi quelque chose de non consenti et elle va se retrouver enceinte et donc va vouloir avorter à l'aide de sa mère et de d'autres femmes. Nos 4 femmes vont être poursuivies en justice à l'époque suite à une dénonciation et elles vont être jugées séparément, donc la jeune fille d'un côté et les 3 autres d'un autre côté parce que la jeune fille est mineure. Et Gisèle Halimi, qui est une fervente défendeuse de la cause de l'avortement, va donc plaider en leur faveur, va plaider à ce procès. Et cette BD retrace donc le procès, et ce texte est la plaidoirie, qui n'est pas dans le texte, parce que ça serait très très long, enfin dans la BD. Donc c'est 2 textes que je mets en côte à côte parce que c'est 2 textes très importants où Gisèle Halimi va montrer l'absurdité de la justice à vouloir condamner ces personnes pour ce qu'elles ont fait. Et évidemment, on est sur le droit de choisir, le droit de contrôler son corps. C'est hyper important, encore aujourd'hui, parce qu'il y a des endroits où l'avortement n'est pas libre, parce qu'à l'époque, ces femmes pouvaient mourir parce qu'elles voulaient avorter et qu'elles n'avaient pas accès aux soins nécessaires et que donc elles faisaient ça de façon clandestine. C'est terrible à lire et c'est des textes vraiment que je vous recommande. Le texte, si vous ne voulez pas le lire, c'est du jargon un peu de droit, mais c'est quand même très très accessible. En revanche, la BD, c'est vraiment le point d'entrée pour se renseigner sur ce sujet. C'est génial, les illustrations servent parfaitement le propos. C'est simple, c'est efficace. Ça m'a bouleversée, les deux m'ont bouleversée et je vais continuer de me renseigner sur l'histoire du droit à l'IVG. Et de toute façon, c'est assez marqué sur mon début d'année. J'essaye vraiment de lire davantage de textes féministes et qui abordent les sujets, tous les sujets en lien avec le féminisme. Donc voilà, je vous recommande les deux. La BD est un énorme coup de cœur parce que je la trouve parfaite. Elle raconte pas, comment dire, c'est pas parfaitement comment dire. L'histoire n'est pas précisément ce qu'elle est réellement, enfin ce qui s'est réellement passé. On a des simplifications pour l'efficacité de la BD, mais c'est quand même génial de découvrir, enfin génial, horrible, mais génial de découvrir tout ce qui s'est passé et c'est un procès historique, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. J'ai beaucoup parlé, je m'excuse, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et qui devrait tenir à cœur à tout le monde en fait. On passe donc aux romans. J'ai lu 4 romans, dont un que j'ai écouté en audio. J'ai commencé, enfin non, j'ai pas commencé par celui-là, mais on va commencer par celui-là. Pierre Bottero. Oh, je suis très assortie à cette couverture. Pardon, j'ai une folie du rose en ce moment. J'ai lu Zouk de Pierre Bottero, donc publié chez Flammarion. Pierre Bottero, moi je le connais pour la fantaisie. C'est celui qui a écrit, c'est l'auteur qui a écrit Le Monde des Willan, La Quête des Willan et Lana, et encore plein d'autres romans de fantaisie jeunesse.
C'est un auteur qui est malheureusement décédé et qui n'a pas eu le temps de finir son œuvre qui était en train de prendre une ampleur. Alors ça a déjà beaucoup d'ampleur, mais il avait prévu de réunir tous ces univers. Bref, c'était un génie. Et ce livre n'a fait que confirmer mon avis sur cet auteur. Zouk, c'est une jeune fille qui est passionnée de danse classique. Elle adore danser. D'ailleurs, c'est magnifique comment c'est décrit quand elle danse. Elle s'envole, elle se... Ouais, elle s'envole, c'est le bon terme. Sauf que Zouk, un jour, elle va entendre une mauvaise réflexion sur son apparence physique. Et ça va être une chute dramatique vers les troubles alimentaires et l'anorexie. Et on va suivre cette descente aux enfers de Zouk qui est en train de perdre tout ce qu'elle est, tout ce qui fait qu'elle va se retrouver à être obsédée par une seule chose qui est perdre du poids et être une meilleure danseuse en étant plus mince. C'est absolument criant de vérité. Si vous avez des troubles alimentaires et que vous êtes sensible sur le sujet, je ne vous le recommande pas du tout parce que c'est très très vrai. On va suivre cette fille qui essaye de se convaincre que tout va bien. Elle voit, hein, elle entend que les gens la conseillent et tout ça. Elle le voit, mais elle est pas dans un déni, mais dans tout cet engrenage que peuvent être les troubles alimentaires. Pierre Bottero réussit ici à écrire les tracas, les problèmes, tracas c'est un peu léger, les problèmes d'une jeune fille, d'une adolescente, en tant qu'homme, qu'il ait réussi à écrire quelque chose d'aussi juste, c'est juste sublime. C'est très juste, très vrai. C'est déprimant dans un sens. Et c'est quand même un petit message d'espoir malgré tout. C'est un très beau traitement des TCA, c'est un traitement nécessaire. C'est un livre qui commence à dater et qui est pourtant toujours autant d'actualité. Je vais vous dire, je ne sais plus l'année 2004. Voilà, ce texte a plus de 20 ans. Et c'est toujours aussi actuel, c'est toujours aussi important. Je le recommande à tout le monde, peu importe votre âge. Je vais garder mon très gros coup de cœur pour la fin. J'ai lu en audio Un hiver pour te résister, donc je n'ai pas fait de petite lecture sur la fin d'année, mais j'ai lu Un automne pour te pardonner. Un hiver pour te résister, c'est donc le tome 2 de la saga Seasons de Morgane Moncombe, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Je ne suis pas une grande fan de romance contemporaine, mais j'avais bien aimé Un automne pour te pardonner, et en fait j'aime beaucoup le côté saisonnier de la chose, donc forcément celui-là tombait parfaitement. On va suivre, donc on peut les lire séparément, enfin ça spoil les tomes précédents, mais les romances en elles-mêmes n'ont pas de lien entre elles. Isis! Ici, on va suivre Lily, qui est une jeune femme qui est patineuse artistique et elle veut remporter la médaille d'or aux mondiaux. Son modèle de toujours, c'est Orion, qui est la star qui a eu l'or et elle veut battre tous ses records et elle est complètement fan de ce type. Et quelques années après leur première rencontre qui a été très décevante pour Lily, ils vont se retrouver par un concours de circonstances à patiner ensemble. Orion, il a eu plusieurs partenaires pour patiner, pardon. Et le problème, c'est que chacune de ses partenaires a eu un accident. Et dans sa tête, il est maudit. Et les gens en rajoutent, hein, il est très célèbre, donc forcément les médias en rajoutent, oui, le garçon maudit, voilà. Mais Lily, elle croit pas en ça, elle pense pas que c'est une malédiction, elle pense juste qu'il faut bouger. Et ils vont donc se retrouver à patiner ensemble et une romance va se mettre en place entre eux. C'est un texte que j'ai adoré. Alors, pas tant... Quoique la romance est très très belle, hein. Elle est très saine selon moi. Ils sont très mignons tous les deux. Mais en fait, ce que j'ai vraiment adoré dans ce texte, c'est que ça se passe... On a tout le patinage artistique, donc je visualisais les scènes parce que j'adore regarder le patinage artistique. Je regardais une série quand j'étais petite qui passait en fin d'après-midi. Bref, un truc avec pas le destin de Lisa, mais je sais plus, mais c'était une blonde qui patinait et j'adorais regarder, mais juste pour le patinage. L'histoire, je m'en fichais complètement.
Je suis toujours aussi fan de regarder, alors, je suis pas du tout le sport, mais je trouve ça fascinant et magnifique, donc je pense que c'est surtout cet aspect-là qui m'a plu. J'ai bien aimé aussi comment Lily, elle a une résilience, elle a une combativité. Oula, oui, ça doit être ça. Incroyable, c'est une battante, c'est une fille forte, c'est une fille courageuse. Et Orion, eh ben, elle va le transformer dans un sens. Enfin non, c'est pas elle qui le transforme, c'est toute leur relation qui les fait évoluer. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Donc j'ai très hâte de lire le suivant. Surtout qu'on on a chaque personnage des différents livres qui se retrouvent quand même à certains moments. Et je suis très intriguée par ce que Morgane Moncomble a pu faire du personnage qui vient dans le livre d'après. Mais je dois attendre le printemps, voilà, parce que ça me perturberait fortement de lire un livre qui s'appelle Un printemps pour quelque chose en hiver. Mais si vous aimez la romance, je pense que ça vous plaira. Ma meilleure amie a lu les 3 premiers. Elle est très très fan de romance. Elle est bien plus calée que moi et elle a adoré. Donc, je vous recommande ça. 2 livres. Le suivant, il s'agit de Cinder, donc le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez PKJ. Il s'agit d'une réédition d'une saga qui commence pareil à dater un petit peu, hein. Que je dise pas de bêtises, mais il me semble que ça date un peu. Tac tac tac. 2012. Oui, donc oui, pareil, ça fait plus de 10 ans. Ça nous rajeunit pas. Cinder, moi j'étais complètement passée à côté il y a quelques années. C'est une dystopie. Je dirais dystopie, science-fiction, réécriture de contes. Cinder étant évidemment inspiré de Cendrillon. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui est Cendrillon, hein, concrètement, c'est-à-dire qu'elle a 2 sœurs et une affreuse belle-mère. Enfin, 2 demi-sœurs et une affreuse belle-mère. Et son papa est décédé. Alors, la particularité, c'est que Cinder, c'est une cyborg. Voilà, elle n'est pas complètement... Alors, j'irais pas dire qu'elle n'est pas complètement humaine. C'est le premier truc qui me vient en tête, mais c'est pas ça. C'est qu'elle n'est pas complètement... Son corps n'est pas complètement naturel. On va dire ça comme ça. Donc, elle a un faux pied, une fausse main, elle a des capteurs dans le cerveau. Enfin, voilà. C'est une cyborg. Et c'est aussi une mécanicienne. Et un jour, il y a quelqu'un qui va passer la porte de son atelier et c'est le roi, enfin le fils du roi, qui va lui demander de l'aide pour réparer un robot humanoïde qui l'accompagne depuis toujours et qui détient en réalité des secrets d'État. Et Cinder, petit à petit, elle va se retrouver mêlée à des complots politiques énormes. On a dans cet univers une reine qui vient de la lune qui est assez monstrueuse et qui veut prendre le pouvoir. On a un prince qui essaye de faire de son mieux pour contenter tout le monde. J'espère que je spoil pas parce que j'ai lu le tome 2 en février, donc je veux pas spoiler, mais normalement non. On a on a une épidémie, voilà, c'est ça que je voulais dire. On a une épidémie et qui semble, qui détruit un peu la population. Et Cinder va se retrouver un peu cobaye d'expérience. Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il se passe énormément de choses dans un livre de moins de 500 pages quand même. C'est une histoire que j'adore. J'avais essayé de la lire à l'époque où j'avais les poches et j'avais pas du tout accroché, mais alors vraiment pas du tout, moi le côté cyborg, voilà. Sauf que j'ai réussi à commencer cette histoire en audio, ce qui fait que j'ai été plongée dedans très très vite. J'aime beaucoup le principe de réécriture de Cendrillon, et chaque livre de cette saga est une réécriture d'un conte. J'ai adoré les personnages, je les trouve hyper attachants, hyper complets, c'est du young adulte, et pour autant, j'ai pas eu l'impression de lire un truc pour ado, j'ai vraiment accroché à l'univers qui est très complexe, qui est très développé, voilà, c'est plutôt ça le terme. Et j'ai été accro et du coup j'ai acheté le tome 2 et puis j'ai lu le tome 2 dans la foulée, voilà, et j'attends qu'ils rééditent du coup 3 et 4. Voilà, s'il vous plaît, PKJ, si vous m'entendez, ils m'entendront jamais, mais publiez le 3 et le 4 dans cette édition qui est absolument magnifique, hein, si je peux me permettre. Est-ce que je peux vous attraper le suivant? Il est là. Voilà, c'est des éditions que je trouve sublimissimes, donc j'attends
d'avoir toute la saga dans ce format pour pouvoir les lire, mais vraiment, si vous aimez la science-fiction, la dystopie et un peu de romance, parce qu'il y a quand même un peu de romance, je vous les conseille, et vraiment cette réécriture de contes, incroyable, incroyable. Ça fait un petit moment que je tourne déjà et j'ai pas fini parce que il me reste un seul livre, mais c'est un livre, c'est un coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur de l'année et il n'a pas encore été détrôné. J'ai eu un autre coup de cœur depuis, mais vraiment, j'ai jamais lu de livre comme ça. Et, et attention, il y a plein de trigger warning, j'avais très très peur de le lire, mais j'ai passé le cap. Il s'agit de Liens de sang de Octavia E. Butler, c'est publié au Diable Vauvert. En VO, c'est Kindred, qui a été presque adapté sur Disney+, mais ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas renouvelé, donc on n'a pas la fin. J'ai pas regardé la série du coup, mais je suis contente de l'avoir en livre. Alors, Liens de sang, c'est l'histoire de Dana, qui est une femme noire dans les années 90, 90, quelque chose comme ça. Et elle est mariée à un homme blanc. Ils vivent leur petite vie et Dana, par un phénomène étrange, va se retrouver propulsée dans le passé auprès d'un petit garçon à l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Un petit garçon blanc qui va apparemment être le lien entre elle et cette époque. Et Dana se retrouve donc, femme noire dans l'époque de l'esclavage. Et elle va subir ces changements de temporalité et tout ce que ça entraîne. Donc elle va se retrouver à être traitée comme un objet, comme une propriété. Et elle va devoir évoluer petit à petit dans cette nouvelle réalité qu'est la sienne. Je ne sais même pas, je veux pas trop vous en dire parce que, enfin sur l'histoire en elle-même, je vais pas trop vous en dire parce que je pense que c'est à découvrir. On a cet aspect science-fiction qui est le voyage dans le temps, mais comment vous dire, c'est complètement secondaire, voire tertiaire. Enfin, c'est juste histoire de dire, de créer un lien entre les deux époques. C'est une histoire qui m'a bouleversée parce que c'est sans concession. L'autrice, Octavia Butler, est une femme noire qui vit aux États-Unis et qui nous montre l'horreur vécue par les esclaves à cette époque-là et nous montre l'autre horreur qui est en fait le fait que ce soit complètement banal. C'est la réalité des gens de cette époque. Que ce soit les blancs ou les noirs, c'est leur réalité, c'est comme ça. Alors oui, il y a des mouvements de protestation, il y a des gens qui se révoltent parce qu'ils trouvent ça injuste et tout ça, mais en fait, Dana va se retrouver à facilement, entre guillemets, se glisser dans la peau d'une esclave. Et c'est toute cette complexité, toute cette, cette dualité entre le fait que c'est, entre guillemets, facile d'accepter cette condition-là, et en même temps révoltant parce que elle sait qu'est-ce qui a évolué, enfin elle sait comment a évolué le monde et elle sait à quel point c'est horrible, à quel point c'est daté. Et le deuxième aspect qui m'a fascinée, c'est l'empathie qu'on développe vis-à-vis de personnages qu'on est censé détester. Dana, elle va s'occuper de ce petit garçon blanc, qui est en fait le fils du propriétaire de tout son entourage du coup, et elle va développer une sorte d'attachement à ce petit garçon qui va grandir et qui va marcher dans les pas de ses parents et qui va être à son tour esclavagiste. Et on a cette dualité. Dana sait à quel point elle n'est pas censée l'apprécier, elle sait à quel point c'est monstrueux, et en même temps elle le voit grandir, elle s'en occupe d'une certaine façon. C'est troublant, c'est un livre incroyable. On a toujours, enfin, c'est comment dire, est-ce que, enfin, si vous connaissez pas, il y a une chanson qui s'appelle Né en 17 à Leidenstadt de Goldman, avec deux autres personnes dont j'ai oublié les noms et je m'en excuse. Et cette chanson dit si j'étais née en 17 en Allemagne, donc Goldman étant un homme juif, qu'est-ce que j'aurais fait?
Et on a ces trois chanteurs. Il y a une personne qui est noire et qui dit est-ce que si j'étais née à telle époque à Johannesburg en Afrique du Sud, qu'est-ce que j'aurais fait? Et le dernier est né en Irlande et se pose la question du combat entre du coup Irlande du Nord, Irlande du Sud et la couronne et tout ça, donc ce qui s'est passé en Irlande qui est absolument dramatique aussi. Bref, ces moments d'histoire assez lourds, voilà, le moment où on voit l'horreur humaine en fait. Bref, où est-ce que je voulais en venir? Oui. Dana se retrouve dans cette situation où elle se dit, quand elle est dans son époque, bah moi, si j'étais née à telle époque, bah j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Bien sûr qu'on se serait révolté. Et elle atterrit à cette époque. Et en fait, bah c'est pas si simple. On ne peut pas savoir comment on aurait réagi tant qu'on n'a pas été confronté à cette situation. Et je trouve que l'autrice le montre parfaitement bien. C'est écrit c'est un coup de cœur, donc je suis peut-être pas objective. Pour moi, c'était parfait. La fin, bof, entre guillemets, mais je m'en fiche complètement. C'est vraiment le voyage qu'était ce livre, était incroyable. Je l'ai fait lire à ma mère et comment dire, on s'est retrouvés à lire ce livre quelques jours après avoir vu Furcy, Né libre, qui est un film qui retrace plus ou moins librement l'histoire d'un esclave réunionnais. Je viens d'une famille réunionnaise. Je viens d'une famille où il y a eu des esclaves. Et entre ces deux œuvres, donc le film et ce livre, comment vous dire que j'étais en colère et ma mère encore pire, sachant que moi je suis blanche, donc je ne peux pas me représenter complètement dans tout ça, et ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas, je ne suis pas la mieux placée pour ça. Ma mère étant déjà pas blanche, c'est déjà plus compliqué pour elle, et ça la met encore plus en colère. Et c'est c'est un sujet qui me touche énormément. Je vais essayer je vais couper ici parce que sinon je pense que j'en ai pour des heures, mais vraiment, c'est un sujet qui malheureusement est toujours un petit peu d'actualité, parce qu'il y a des formes d'esclavage dans le monde, parce que les Noirs aux États-Unis n'ont toujours pas les mêmes droits que les Blancs, et parce que le racisme est toujours un sujet, encore maintenant, et partout. Sur ce, j'espère que je vous ai pas déprimé, voilà, parce que c'est des lectures quand même, c'est une lecture très, très forte, et vous voyez que je suis un peu en train de me diriger vers des lectures très engagées, féminisme, racisme, qui sont des causes liées, hein. J'essaie de m'engager dans mes lectures. J'essaie de me renseigner, de vraiment plus d'apprendre en fait. J'ai vraiment cette volonté pour 2026. Je vous parlerai d'essais et de lectures féministes et antiracistes en février. Voilà, à côté de ça, je lis quand même de la fantaisie, de la romance et autres, mais j'essaye de varier un petit peu mes lectures. Bref, j'avais envie de vous parler de toute évidence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez lu. Et si certains de ces livres vous tentent, peut-être, ou si vous en avez déjà découvert certains, je serais ravie d'échanger à ce sujet dans les commentaires avec vous. N'hésitez pas à me recommander aussi selon les lectures que j'ai pu faire, si vous avez des livres similaires, des BD similaires, des textes qui pourraient me plaire. Je prends toutes vos recommandations avec beaucoup d'intérêt. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là prenez soin de vous. Bye.